du tombeau de la reine, ou éventuellement de la concubine préférée d'Ora. La mort de ce pharaon marque le début d'une ère de croissance et de développement pour la civilisation égyptienne qui durera plus de 800 ans. Memphis devient le centre de la vie culturelle et commerciale du pays. C'est là que s'échangent les animaux d'élevage et légumes venus de Haute-Égypte comme l'or, l'ivoire et les pierres précieuses en provenance de Nubie. Des statuettes de bois rappellent certaines scènes de la vie antique. On apprend ainsi que l'orge moulu, puis malaxé sous forme de pâte, permet de produire du pain en très grande quantité. Les vaches fournissent la viande, le mets préféré des nobles. Et puisqu'un pays puissant se doit d'avoir une administration, on confie celle-ci à une classe spécifique de la population, les scribes. Le rôle des scribes était prépondérant. Ils représentaient la classe officielle, celle des bureaucrates incarnant le gouvernement et rendant la culture égyptienne possible. Si le pharaon était bien le chef suprême, il lui fallait néanmoins disposer d'une structure capable de mettre en œuvre ses décisions. Il faut aussi garder présent à l'esprit que seuls 5% de la population savaient lire et écrire. Concrètement, le pharaon délègue la plupart de ses responsabilités à ses fonctionnaires appelés vizirs. Dans la hiérarchie, ils font office de second. Ces hauts fonctionnaires égyptiens ont reçu une instruction de scribe. On les représente souvent assis en tailleur, leur papyrus étendu sur les genoux. C'est la position habituelle pour écrire. Non seulement le scribe fait-il en sorte d'appliquer les désirs de son souverain, mais il est également celui qui en laisse une trace écrite pour l'histoire. À la fin de la seconde dynastie, en 2700 avant Jésus-Christ, on apprend d'une liste royale nommée la Table d'Abydos que pas moins de 22 pharaons ont régné sur l'Égypte depuis qu'Ora a fondé Memphis. Seule la signification littérale de leur nom nous permet d'en deviner un peu plus sur ces personnages. Hotepsé-Khémoui était le dieu des puissances du plaisir. 7 périmes saints régnaient sur les arts. Leurs mastabas ont été construites proches de la capitale de Memphis. L'architecture de ces édifices se fait à la fois plus imposante et plus complexe. Certaines tombes atteignent plus de 5 mètres de hauteur et comportent jusqu'à 70 pièces. La conception sans cesse plus élaborée des monuments funéraires de ces puissants pharaons témoigne d'un savoir, d'une richesse et d'une confiance accrue dans l'architecture. Cette tendance à l'esthétisme et à l'excellence trouve son point d'orgue ici, à Saqqara. Situé au sud de la ville actuelle du Caire, ce remarquable édifice de pierre n'est autre que le complexe funéraire du roi Djoser, premier pharaon de la 3e dynastie. Sous le règne de Djoser, qui débute vers 2630 avant Jésus-Christ, le pouvoir du pharaon est absolu. Tout le monde, du plus prestigieux des fonctionnaires à l'esclave le plus anonyme, dépend de ses ordres. Djoser, dont le nom signifie « le plus sacré », est le premier pharaon à explorer les vastes richesses minières de la péninsule du Sinaï, qui s'étend entre les golfes de Suez et d'Aqaba. Il découvre dans cette région d'immenses gisements de cuivre et de turquoise qui l'enrichissent encore davantage. Il envoie dès lors des émissaires remonter le Nil afin d'étendre son assise jusqu'à Aswan, au sud du pays. Pour proclamer son prestige absolu, il commandite la toute première pyramide d'Égypte. Une pyramide à degrés. Du haut de ses 60 mètres, ce monument à 6 niveaux domine un horizon d'ensemble funéraire au style élaboré. Le site funéraire du roi Djoser est le tout premier édifice monumental entièrement fait de pierre. Il nous offre surtout de voir à quoi ressembleront dès lors les nécropoles en Égypte.
La sépulture décrit clairement un escalier montant vers les cieux. En tant que réalisation architecturale, elle est un hommage au mystérieux architecte en chef et scribe du roi Djoser, Imhotep. Une inscription de l'époque atteste d'ailleurs de cet hommage. Porteur du sceau du roi d'Égypte, si proche de sa couronne, grand administrateur de sa suprême résidence, représentant même de sa majesté, grand prêtre d'Héliopolis, Imhotep, tu es aussi menuisier et sculpteur. Pour faire une comparaison plus moderne, on pourrait qualifier Imhotep de Léonard de Vinci de l'ancienne Égypte. Il était très doué. Il représentait absolument tout. Il arrivait juste après le roi, comme grand vizir et chef de l'État. Il était bardé de hauts titres, mais curieusement, on ne sait pas grand-chose sur lui. Mis à part son statut, on sait seulement qu'il était le génie responsable de la Grande Pyramide. La tombe qu'Imhotep réalise pour le pharaon Djoser reprend en la poussant au paroxysme la forme traditionnelle de la mastaba. En assemblant des centaines de milliers de blocs de calcaire blanc, Imhotep empile en réalité 6 mastabas les unes sur les autres, dont la taille diminue au fur et à mesure que l'on monte. Le résultat n'est autre qu'un monument spectaculaire, visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. La construction de cette pyramide coïncide avec le choix de Djoser de faire du dieu solaire Ra la divinité dominante du pays. Pour l'honorer, on bâtit ainsi l'entrée des temples attenant à la pyramide, tournée vers l'est, au soleil levant. Un mur d'enceinte de 9 mètres de haut, truffé de fausses entrées, protège le complexe. Le site sert de cadre aux fêtes du Hebsed, un ensemble de cérémonies célébrant le pharaon comme symbole magique de fertilité. Celui-ci doit y suivre un parcours rituel symbolisant les 4 coins de l'Égypte. À l'intérieur de l'une des galeries de la pyramide, un relief représente Djoser dans sa frénésie d'un parcours rythmé par les incantations de sa cour. Dieu du destin qui nous offre les récoltes les plus abondantes, pilier du ciel et soutien de la terre, leader des 2 rives du Nil, partout sur les traces de ses sandales pousse la plus riche des moissons. La fête du Hebsed avait lieu à peu près tous les 30 ans du règne d'un même pharaon. C'était une manière très civilisée de faire reverdir la vie en remettant l'accent sur la prospérité de l'Égypte. Si dans d'autres cultures, on préférait tuer le roi pour le remplacer par un plus jeune, les Égyptiens, eux, célébraient tranquillement leur rituel, toujours à côté de leur roi. Djoser ne règne que 19 ans. Suffisamment pour qu'à sa mort, en 2649 avant Jésus-Christ, il laisse à l'Égypte ancienne une tradition de construction des pyramides qui se perpétuera en même temps qu'elle s'enrichit pendant 2 millénaires. Les écrivains anciens qui nous ont transmis l'histoire de l'Égypte nous apprennent que cette 3e dynastie, restée célèbre pour la toute première pyramide de Djoser, s'éteint en 2613 avant Jésus-Christ. Le dernier de ces pharaons, Houni, n'a laissé aucun fils héritier du trône. Lui succède, pour 24 ans de règne, Snéfrou, dont la liste royale d'Abydos nous enseigne qu'il est également originaire de Memphis, mais d'une lignée différente. Son mariage avec la sœur du pharaon Houni, Hétep-Hérès, marque le début de la 4e dynastie en même temps qu'il unit 2 filiations différentes. Une dynastie qui durera plus de 400 ans, partagée entre 17 pharaons différents.
nom de Snéfrou signifie « porteur de beauté ». Alors que son prédécesseur Djoser s'est attaché à repousser les frontières de l'Égypte jusqu'à Aswan au sud du pays, le nouveau pharaon cherche à étendre encore son influence. Pour ce faire, il mène une campagne lointaine sur les terres de Nubie et s'installe dans la citadelle de Buen. Le lieu lui servira de base pour ses expéditions minières, son commerce et autres conquêtes. On rapporte qu'il serait rentré accompagné de 7000 captifs nubiens probablement destinés aux travaux agricoles, ainsi que de quelques 200 000 têtes de bétail. Certaines peintures illustrent des animaux exotiques, comme des girafes et des babouins, rapportés du continent africain et remis en offrande aux premiers rois pour leur plus grande joie. Tout porte à croire qu'à l'instar de son prédécesseur, Snéfrou est cherché à exploiter la richesse minière du golfe de Suez. Cette sculpture célèbre une incursion dans les mines de turquoise de la péninsule du Sinaï, où l'on voit Snéfrou tuer un ennemi. L'inscription décrit le pharaon comme un grand dieu lancé à la conquête des terres étrangères. Le bois d'œuvre et de charpente est une autre de ces matières premières très recherchées. On en a besoin en quantité afin de construire les meubles et les poutres des résidences bourgeoises. Mais ce bois manque en Égypte et il faut aller se le procurer par-delà les mers. Forts de leur expérience de navigateurs sur le Nil, les Égyptiens deviennent les premiers et meilleurs marins de l'Antiquité. C'est sous le règne de Snéfrou qu'ils s'embarquent pour la première fois à la recherche de bois de cèdre. Le pharaon ordonne la construction de 60 navires marchands. Bientôt, des flottes de gracieux voiliers font route vers l'ancienne Byblos, aujourd'hui Djebaï, au Liban. L'un des scribes de Snéfrou parle même de 40 navires remplis de rondins de cèdre. Les inscriptions murales de l'époque nous enseignent aussi que Snéfrou place ses hauts fonctionnaires dans des propriétés faites de briques et de rondins de cèdre. Il reste cependant attentif à ce qu'elles soient suffisamment espacées les unes des autres afin que ses sujets ne soient pas tentés de se regrouper pour fonder leur propre royaume au sud du pays. Ce qui ne l'empêche pas pour autant de faire la fête quand bon lui semble. Au dire de tous, la vie s'écoule paisiblement sous le règne de Snéfrou. Au troisième millénaire avant Jésus-Christ, l'Égypte est un pays de paix et d'abondance. Le nouveau pharaon et sa reine invitent de manière protocolaire les nobles. Les membres de la cour y festoient également, se régalant de canards dodus accompagnés de figues. Ces habitants de la vieille Memphis sont des esthètes soucieux de leur apparence. Ils portent perruques, robes de cérémonie en lin et se maquillent le tour des yeux. Les Égyptiens anciens attachent également beaucoup d'importance aux parfums destinés à masquer les odeurs corporelles, signe de péché. C'est ainsi que les femmes de l'élite portent sur la tête des cônes de graisse parfumée qui finissent par fondre à la chaleur de ces longues soirées pour se répandre le long de leur corps. Un autre papyrus relate comment le roi Snéfrou, s'ennuyant, traverse seul un lac à la rame pour rejoindre une magnifique jeune femme drapée d'un simple filet de pêche. Enfin, les Égyptiens anciens restent très attachés à leur passé, qu'incarne par définition l'esprit des défunts. Ceci explique pourquoi l'ultime demeure des morts, la pyramide, reste le symbole persistant de toute la culture égyptienne. Le pharaon Snéfrou choisit lui aussi de déplacer la nécropole royale, mais cette fois sur le site de Dachour, au bord du Nil. C'est là qu'il fait bâtir les premières véritables pyramides. Au cours du XXe siècle, l'endroit reste la plupart du temps interdit au public. Seule une poignée d'archéologues est autorisée à y pénétrer. Ouvert depuis peu aux visiteurs, ce site offre un aperçu exceptionnel des constructions commanditées par Snéfrou et qui domine l'horizon désertique presque